Je l'ai abattu juste après le crépuscule, sous un bosquet de frênes rongés par la moisissure. Le claquement du fusil fendit le silence dans ce coin reculé de forêt. Et l'espace d'un instant, tout s'immobilisa. Puis les insectes reprirent leur partition, l'écho bourdonnant d'un monde qui n'avait pas encore compris ce qui venait de s'éteindre. Ce n'était pas de la chasse, ça ne l'a jamais été. L'animal boitait. Sa patte arrière était enflée au niveau du genou, et l'une de ses bois gauche était fendue à la base, éclatée en une pointe irrégulière. Ses yeux étaient déjà ternes, comme s'il s'était résigné. À une 50aine de pas, je pouvais sentir l'odeur de la maladie. J'avais fait suffisamment de missions de régulation pour reconnaître les symptômes de la maladie débilitante chronique MDC, comme on dit dans le jargon. C'est une putain de saloperie, une lente décomposition interne. Elle les vide, les laisse debout dans les ruisseaux, gueule ouverte à boire du vide. Un genre de mort au ralenti. L'ordre de l'État était clair. Tout cerf présentant des signes visibles devait être abattu immédiatement, puis signalé. Je m'étais approché avec mes gants exécuter les procédures. Photo post-mortem, coordonnées GPS, tag d'identification, R60, assez profondément pour éviter les charognards. Protocole standard. L'équipe de récupération devait arriver au matin, transporter la carcasse au centre pour des analyses et l'incinération. Je suis resté un moment, juste assez pour voir les premières mouches se poser, avant de traverser à nouveau les bois amincis et rejoindre le parking des rangères, là où je gardais mon carnet de bord temporaire. Entrée complétée, heure enregistrée, mission accomplie. Le lendemain matin, le téléphone sonne. « Y a rien là-bas », m'a dit une voix crépitante à l'autre bout du fil. « Rien, impossible, des os éparpillés c'est tout, pas de peau, pas de carcasse. » Je lui ai répondu que je l'avais abattu moi-même, marqué, tout noté. Je lui ai redonné les coordonnées. Il a marmonné quelque chose à propos de coyotes ou peut-être d'un ours, rapide à cette saison. Mais je savais ce que les prédateurs laissent derrière eux. Ils ne nettoient pas après leur passage. Là, pas de fourrure, pas de traces de traînée, même pas d'empreintes dans le sol. Rien. L'agence a classé le dossier comme non récupéré. M'a dit de ne pas m'en faire, que ça arrivait. Mais j'ai tout de même consigné une seconde note, dans mon carnet personnel cette fois, séparé du registre officiel, mal estimé à 5 ans, fracture bois gauche, articulation arrière gonflée, balise R60, confirmée, non récupérée, carcasse disparue. Ce n'était pas la première fois qu'un détail me semblait étrange dans cette zone, mais cette fois, quelque chose ne passait pas. Il y avait dans ses yeux, juste avant que je presse la détente, un calme, pas de panique, pas cette peur animale que je connaissais bien, juste une forme d'attente. Ce soir-là, en transférant les photos pour archivage, je suis tombé sur la dernière image de la série. Une prise capturée juste avant que j'épaule le fusil. Le cerf était là, en biais, légèrement tourné vers moi, la tête penchée, pas figé, pas apeuré. On aurait dit qu'il attendait. Ce n'était pas conscient, bien sûr. Pas vraiment. Mais ça n'avait rien à voir avec la panique animale que j'avais vue 1000 fois avant. Il y avait un silence dans ce regard. Quelque chose de presque humain. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce que la créature réapparaisse. Il était près de minuit quand je me suis assis devant les vidéos des caméras de surveillance. On les change tous les quelques jours. Des caméras à détection de mouvements réparties autour du périmètre pour repérer les cas tardifs, ceux qui errent encore après la tombée de la nuit. Le virus se calme au crépuscule, mais les plus atteints, les coquilles ambulantes, c'est la nuit qu'ils sortent. Mon boulot c'était de les repérer, de les abattre, de contenir la propagation. Un job de contrôle, rien de glorieux. Je faisais défiler les clips sans grande attention, juste un fond sonore pendant que je mettais à jour les registres. Mais l'une des caméras, installée de l'autre côté du ravin, avait déclenché une détection. 3 nuits plus tôt, les images étaient granuleuses, en noir et blanc, horodatées juste après 1 heure du matin. Un cerf traverse l'écran de droite à gauche, descendant lentement le lit asséché d'un ruisseau. Démarche souple, mais lente. À la 3e image, j'ai appuyé sur pause. Quelque chose dans la silhouette. J'ai zoomé, patte arrière légèrement levée, genoux gonflés, bois avant gauche tordu vers l'arrière, déformé à la base, pas cassé, mais comme si la structure interne avait éclaté. Et puis, ce petit éclat de lumière sur l'épaule. Une balise, infrarouge, positionnée exactement là où je l'avais implanté. R60, même tag, même posture. Je me suis penché vers l'écran, repassé la séquence encore. Cette fois, j'ai remarqué autre chose. La démarche était fausse. La patte arrière ne traînait pas comme celle d'un cerf en phase terminale de la MDC. Elle se balançait, fluide, trop fluide. Aucune tension dans l'encolure, aucune oscillation dans la colonne. C'était comme si le corps était tiré en avant, segment par segment, plutôt que musclé depuis l'intérieur. Je suis devenu glacé. Les coordonnées GPS intégrées dans le fichier indiquaient une position à moins d'un demi-kilomètre de là où je l'avais abattu. Même élévation, même densité forestière. J'ai comparé les arbres en arrière-plan, lignes fines de branches dénudées, un bouleau au tronc fendu, et mes photos du site d'abattage. Trop précis, trop identiques.
C'était soit un raté impossible, soit quelque chose se promenait avec la peau du cerf sur le dos. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans ma couchette, l'ordinateur encore ouvert, image figée, le cerf dans le ravin, tête baissée, membres tendus, les yeux à peine éclairés. Il faisait face à la caméra. Et le matin suivant, encore lui. Chaque jour une nouvelle vidéo déclenchée. Chaque fois le même cerf, même bois fendu, même pattes tordues, toujours seul, toujours après minuit, toujours à la lisière du champ infrarouge, comme s'il savait exactement jusqu'où il pouvait s'approcher sans être vu entièrement. Au début je croyais que je m'inventais des motifs, une obsession paranoïaque. Mais à la troisième nuit, j'ai commencé à les cartographier, un à un, chaque passage. Les points étaient dispersés d'abord, puis ils ont commencé à former un arc, un mouvement, lent, délibéré. Le cerf ne tournait pas en rond, il cerclait, il traçait une orbite régulière autour de quelque chose. J'ai superposé les emplacements des caméras, relié les points. Le centre de l'ellipse tombait juste sur nous, le camp de base. Soit il me traquait, soit il rejouait la scène de sa propre mort. Peut-être les deux. Je suis parti dès l'aube, un sac allégé sur le dos, prétextant un suivi de signal. C'était vrai, en partie. Ce genre de départ en solitaire n'étonnait personne ici. J'en avais l'habitude. 40 minutes de marche pour atteindre l'endroit exact où j'avais abattu le cerf. Les frênes étaient toujours là, tordus, troués par les champignons. La même pente, la même clairière brûlée, cicatrice laissée par les incendies d'il y a quelques années. Mais aucune trace de sang, pas de poils, pas même de feuilles retournées. Rien, sauf ce creux étrange dans la terre, peu profond, cerclé de branchages. Pas une couche pour dormir, pas une marque de repos. Quelque chose l'avait construit. Au centre, un petit monticule de débris, des os, des plumes tordues, une mâchoire peut-être, ou ce qu'il en restait. Pas un amas chaotique, un schéma, un ordre. Et là, la pensée s'est imposée. Les cerfs ne construisent pas, ils ne nichent pas, ils ne collectionnent pas. Ce n'était plus un cerf. Quelque chose à l'intérieur de cette carcasse était conscient, ou du moins curieux, en apprentissage. J'ai tout photographié, transféré sur mon portable de terrain, mais je n'ai pas envoyé les clichés au département. Pas encore. Je ne savais pas comment expliquer ce que je cherchais, ce que j'avais trouvé. Pas officiellement. Quand j'ai refermé mon sac et fait demi-tour, un bruit m'a stoppé net, un déplacement de poids. Pas une course, pas une fuite, juste un décalage, une masse qui attendait que je détourne les yeux. Je n'ai pas regardé derrière. Je me suis contenté de marcher, lentement, droit vers le camp, avec la certitude que quelque chose m'observait. Il était presque 3 heures du matin quand ça a frappé la paroi de la cabine. Pas un coup de patte, pas un frottement, un choc, sourd, direct, pesant. Puis plus rien, pas de fuite, pas de galop, juste le silence. Je me suis redressé, figé. Quelques secondes plus tard, un grincement, léger, pas celui du bois qui se détend, non. Quelque chose s'appuyait contre la paroi. J'ai saisi mon ordinateur portable, ouvert les flux des caméras. Celle de l'entrée, rien. Herbe écrasée, boîte à ours en métal, immuable. Celle de l'arrière, celle que je surveillais pour les ratons. Là, je l'ai vue, pas net, mais suffisant. Le cerf, debout, pas sur 4 pattes, debout sur ses pattes arrière. Les articulations verrouillées, droites comme des tiges. Le reste du corps affaissé, suspendu vers l'avant. Les membres antérieurs tendaient, inertes. La cage thoracique était enfoncée, comme si on l'avait comprimée. La tête pendait trop bas, puis s'est redressée, lentement, tremblante. Un pas, puis un autre, chacun avec un effort visible, comme une marionnette. Mais les yeux, ou du moins l'endroit où ils auraient dû être, suivaient la caméra. Le museau était affaissé, comme s'il s'était effondré de l'intérieur. Plus de symétrie. La peau pendait d'un seul côté. Aucun éclat dans les orbites. Juste 2 cavités. Il ne broutait pas, ne flairait pas. Il regardait. Pas un prédateur, pas un charognard. Un instinct. Et cet instinct cherchait moi. Je suis allé jusqu'à ma boîte de stockage, sous la couchette. J'ai sorti le carnet papier, le premier rapport, celui que j'avais rédigé avant de faire mon enregistrement numérique. Il y avait encore une tache de sang séché dans un coin. Rien d'anormal jusque-là. Mais dans la marge, au crayon, brûlé après élimination, je ne l'avais jamais lu. Le mot venait de l'équipe du laboratoire. Une consigne que j'avais ratée. Et donc cette chose, ce qui animait encore ce cerf, c'était moi qui l'avais laissé là. Je lui avais donné du temps. J'ai bloqué la porte d'entrée avec le vieux cadenas et calé une chaise sous la poignée. Instinct inutile peut-être, mais j'avais besoin de faire quelque chose. Dehors tout était figé. Pas de vent, pas d'insectes. Le monde avait cessé de respirer. Je ne me suis pas recouché. Je suis resté assis, regard rivé sur le flux des caméras. Mais cette nuit-là, il n'est pas revenu. Le jour s'est levé lentement, comme si la lumière hésitait à traverser les arbres. Le papier encore posé sur le comptoir portait toujours ces mots, brûlés après élimination. Je n'en avais parlé à personne. À qui l'aurais-je dit? Je me suis contenté de rafraîchir l'appli des caméras, encore et encore. Mais aucun nouveau signal, aucun mouvement, rien. Une douleur sourde a commencé à s'installer derrière mes yeux. Un poids, ma tête semblait gonfler, ma sinusite pulsait, comme si quelque chose voulait sortir. Je devais le revoir, de mes propres yeux, pas à travers un écran, pas un reflet. J'avais besoin de certitude, d'une preuve tangible. En fin d'après-midi, j'ai repris la route vers la clairière. Même équipement, même bottes,
mais l'air semblait différent, plus épais, presque vigilant. J'ai avancé prudemment, scrutant les fourrés autour du site initial. Pas de carcasse, bien sûr, elle avait disparu dès le début, mais un autre vestige m'attendait. Un peu plus loin, accroché à une ronce, un morceau de fourrure, épais, foncé, rugueux, indiscutablement du cerf. À quelques pas de là, une tache sombre sur une pierre nue, pas du sang, trop épais, trop brillant, presque ciré, comme préservé. J'ai utilisé des pinces pour prélever un échantillon, les envelopper dans du papier aluminium, puis ranger soigneusement. De retour dans ma cabine, j'ai installé mon vieux microscope de terrain. Pas de quoi faire de la recherche poussée, mais suffisant pour lire les tissus en basse résolution. Je me suis servi de solution saline, et posé la lamelle, et j'ai regardé. Et là, j'ai gelé. Des stries, pas des coupures. Pas des cicatrices, des lignes symétriques, régulières, formant un quadrillage microscopique sous la surface du tissu. Les cellules n'étaient pas mortes, elles pulsaient, légèrement, mais de façon coordonnée. Quelque chose les réassemblait, quelque chose les tissait. Ce n'était pas de la décomposition, ce n'était pas de la régénération, c'était de la reconfiguration. J'ai improvisé un test, nettoyant ammoniaqué, indicateur de protéines, matériel rudimentaire, mais suffisant. J'ai placé un autre fragment dans une coupelle et versé le produit. La réaction fut instantanée, violente. Des bulles, un nuage de vapeur, une odeur de cheveux brûlés et de formol. Le tissu a noirci, s'est contracté sur lui-même, comme s'il avait des nerfs. L'odeur était pénétrante, chimique, mais presque vivante. Je me suis mis à trembler. Pas de peur, non, pas encore, mais de la réalisation. Ce tissu, il n'aurait pas dû survivre, encore moins réagir. Et surtout, il n'aurait pas dû être vivant. Je me suis mis à chercher frénétiquement des analogues, des modèles biologiques, colonies fongiques, greffes synthétiques, vers parasites, organismes chimériques. Rien ne correspondait. Le soir tombait, mon esprit tournait à vide. Puis un nouveau ping, caméra de la clairière. Je me suis jeté sur l'écran, et là, il était revenu. Le cerf, même posture, même bois éclaté, mais quelque chose avait changé. Il manquait sa patte avant gauche. Pas arrachée, pas déchirée, juste absente. Le moignon était lisse, presque poli, comme modélé. La peau tendue, pâle, brillante sous la lune. Et malgré ça, il ne boitait pas. Il se tenait droit, aucune gêne, aucun déséquilibre, comme si la patte n'avait jamais existé. J'ai zoomé au maximum. L'image pixelisait, mais je ne pouvais pas détacher les yeux. Le cerf s'est tourné vers la caméra, et son cou s'est brisé latéralement, pas lentement, d'un coup sec. Un craquement, la tête tordue, le corps immobile, et il regardait. Et dans ce regard, j'ai eu la conviction soudaine, viscérale. Ce n'était pas la caméra qu'il regardait, c'était moi. Je n'ai plus dormi plus d'une heure d'affilée après ça. Mon crâne battait comme un tambour. La pression derrière mes yeux était constante, pulsitile. Chaque fois que je me penchais, une fine coulée de sang descendait de ma narine gauche, silencieuse. Je ne mangeais presque plus, je ne pensais plus, juste cette obsession, voir à nouveau. Je me suis convaincu que c'était encore la MDC, une forme atypique, une mutation peut-être. J'avais étudié les formes rares, je connaissais la pathologie, mais rien de ce que je vivais n'y correspondait. J'ai remonté l'historique des caméras, un peigne 2 nuits plus tôt, caméra 12, la plus éloignée, face au vieux chemin forestier. Au début j'ai cru voir un braconnier, une forme humaine, lente torse nu, les bras tremblaient, les mains se tordaient contre ses flancs, puis la silhouette s'est tournée vers l'objectif, et là j'ai gelé, pas pour son visage, il était flou, mais la posture, le port du corps, une épaule voûtée, caractéristique, une vieille fracture. Nathan, l'un des saisonniers, il aidait au nettoyage et au marquage, disparu depuis une semaine. Aucune nouvelle, pas de réponse à ses appels radio. J'ai basculé sur la caméra suivante, caméra 13, même clairière, vidéo de 30 secondes. Le cerf est arrivé en premier, depuis la gauche, toujours le même, toujours boiteux. Il s'est arrêté, immobile. Puis quelques secondes plus tard, Nathan est arrivé, mais il rampait, à 4 pattes, tête basse, silencieux. Il s'est arrêté à quelques mètres du cerf. Ils ne se sont pas battus, ils ne se sont même pas regardés, juste là, ensemble, debout pour l'un, rampés pour l'autre, comme deux branches d'un même arbre malade. C'était le dernier clip. Plus aucune détection après ça. J'ai attendu, rafraîchi encore. Mais les arbres dehors semblaient immobiles. Plus de cris d'oiseaux, plus de tiques d'insectes. Même les feuillages semblaient muets. Je suis allé à la salle de bain. Je ne me reconnaissais plus. Peau pâle, tirée, cerne cireux sous les yeux. Des filaments rouges éclataient dans le blanc de mon œil gauche. Et en appuyant sur ma pommette, la pression s'évanouissait sans douleur. Il n'y avait plus de réponse. Je n'avais pas besoin d'analyse sanguine. Je le savais. Ce qui marchait à l'intérieur de ce cerf était aussi en moi. Et si c'était vrai, alors j'étais en sursis.
Je n'ai pas contacté le bureau. Je n'ai pas signalé mes symptômes. Pourquoi faire? Il n'y avait plus personne à qui parler. J'ai préparé un sac, rassemblé les échantillons, le tissu conservé, les notes de terrain, les bandes vidéo, un vieux USB avec mon logiciel d'imagerie, des rations, des produits de nettoyage, des accélérants de terrain. Je n'avais qu'un seul objectif, rejoindre le laboratoire, comprendre et brûler ce qui pouvait encore l'être. Le vent était tombé, le chalet ne craquait plus, même la forêt semblait avoir retenu son souffle. Je me suis arrêté une dernière fois sur le pas de la porte, un regard vers les arbres. Rien ne bougeait, mais le silence avait une forme, une intention. J'ai démarré la camionnette, sans regarder le rétroviseur. Si je n'y arrivais pas à temps, personne ne le ferait. J'ai atteint le laboratoire un peu après le crépuscule. La route pourtant familière m'avait semblé plus étroite. Les arbres pressaient contre le camion. Les branches raclaient la carrosserie comme des doigts trop longs. Aucune lumière humaine, aucune activité. Juste le vrombissement irrégulier du générateur de secours, quelque part à l'arrière du bâtiment. Les portes d'entrée étaient déverrouillées. À l'intérieur, les néons clignotaient derrière des diffuseurs sales. Certains grésillaient, projetant sur les murs des ombres longues et déchirées. L'odeur n'était pas seulement celle de l'eau de Javel. Il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, plus sucré. Un relent de fer humide, de chair trop mûre. Personne à l'accueil, juste une tasse encore tiède sur le comptoir. Un filet de vapeur s'élevait d'un café abandonné. Et à côté, une paire de lunettes pliées, soigneusement, comme si quelqu'un allait revenir. Mais personne ne l'avait fait. Je suis descendu plus profondément dans les couloirs. La salle de surveillance était ouverte, ce qui n'aurait pas dû être le cas. Sur les écrans, les flux des caméras du périmètre. Entrée principale, salle des générateurs, sentier extérieur, laboratoire. Et dans l'un des écrans, j'ai vu une silhouette, cachée entre les arbres, derrière le bâtiment, large, penché, immobilité parfaite. Un autre écran, un homme torse nu, avançant dans les couloirs. Il traînait derrière lui un long tuyau métallique. Il n'y avait pas d'aile médicale ici, aucune perfusion, qu'un lit. Mais je savais ce que je voyais. J'ai éteint les écrans. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Pas maintenant. Puis j'ai atteint le laboratoire de congélation. La porte était entr'ouverte. De l'air glacial s'échappait dans un courant silencieux. À l'intérieur, des étagères d'acier vides, des bacs renversés, des fioles éclatées sur le sol en un éclat de poussière gelée. Et sur les parois givrées, des empreintes. Pas des mains, des sabots, mais pas naturels. Trop longs, trop étroits. Et la répartition du poids était anormale. Comme si quelque chose marchait à pas feutrés. Les traces menaient droit jusqu'à la grille de ventilation, au fond de la pièce. Son couvercle était tordu. Des poils y restaient accrochés. Pas de serre. Autre chose. J'ai tendu l'oreille. Un bruit métallique au loin. Un grincement. Comme si quelque chose glissait sur le carrelage. Puis, plus rien. J'ai scellé les derniers échantillons encore intacts dans une glacière personnelle. Verrouillé la porte du labo derrière moi. Et pour la première fois, j'ai douté que ce lieu ait jamais été sous notre contrôle. Le matin suivant, mes mains tremblaient. Pas de froid. De l'intérieur, je n'arrivais plus à dévisser une fiole sans renverser. Ma vision battait, comme si mes pupilles n'arrivaient plus à se régler. Ma bouche me faisait mal, mes gencives pulsaient. Je me suis approché du miroir. Dans l'évier du couloir, ma peau avait l'air plastifiée, cireuse. Les vaisseaux de mes yeux avaient l'aspect de racines sous une eau trouble. Et alors j'ai compris, ce que j'avais inhalé pendant mes tests à l'ammoniac ne m'avait pas sauvé, mais ralenti. Une barrière chimique accidentelle, un sursis, un miracle temporaire. Dans le registre d'une vieille salle d'autopsie, j'ai trouvé un feuillet détaché. Écriture nette, haute secondaire, accélération des symptômes, après exposition à un tissu en décomposition infecté. Délai d'incubation corrélé à une perturbation chimique. Réactif efficace, alcool, ammoniac. J'ai plié le papier, rangé contre mon cœur. Je ne guérirais pas. Mais je savais désormais pourquoi j'étais encore en vie. Il ne me restait plus qu'un choix. Je devais brûler tout ce que j'avais touché. Je me suis dirigé vers le vieil autoclave, au bout de l'aile nord. Un miracle, il fonctionnait encore. Je l'ai activé en mode manuel. J'ai rassemblé tout ce qu'il restait, les gants souillés, les fioles, le tissu vivant, les contenants contaminés. L'intérieur de la chambre était tendu d'un résidu noir, pas de la moisissure. Autre chose, quelqu'un avait déjà essayé. J'ai verrouillé la trappe et je me suis éloigné avant que le cycle ne démarre. Mais j'en avais encore un dernier nid, un dernier foyer, là où tout avait commencé. Et cette fois je ne ferai pas l'erreur de partir sans le brûler. Je suis parti sans prévenir personne. Mais qui restait-il à prévenir? Je portais tout ce qu'il fallait. Les échantillons, les composés chimiques, l'ammoniac,
les accélérants de terrain, un mélange artisanal de termites, poussière de rouille, récupérée au dos de charnières anciennes, copeaux d'aluminium arrachés à des panneaux de sentier, rien de réglementaire, mais suffisant pour brûler, pour anéantir. Le chemin jusqu'à la clairière m'a semblé plus long, ou peut-être étais-je plus lent. Mes articulations me lançaient, des picotements parcouraient mes doigts, le front battant, comme si une chaleur interne voulait m'ouvrir le crâne de l'intérieur. Mais je raisonnais encore, je pouvais encore décider, c'était tout ce qui comptait. La forêt avait changé. D'abord j'ai cru à de la brume, mais non, le tronc des arbres était luisant. Non d'humidité, mais d'un enduit visqueux, une sorte de résine filandreuse blanchâtre. Quand j'en ai frôlé une, elle s'est accrochée à ma veste, tenace, organique. Puis j'ai vu la clairière, et là, il n'y avait plus de doute, ce n'était plus un nid, c'était une architecture, une bulle végétale et charnelle, des tours fongiques, veinées de chair et de fibres, s'élevaient en spirale, des filaments noirs serpentaient entre les arbres, comme un système vasculaire qui s'étendait dans le sol. Les couleurs étaient malades, le sol meurtri, des nodules, gros comme des poings, palpitaient à moitié enfouis, des cages,